Réflexion citoyenne. 8. Des étages du pouvoir à la revue ministérielle. Alors qu'aucun continent nouveau ne se profile à l'horizon, et en l'absence de toute île ou autre archipel susceptible de servir d'étape sur l'infinitude océane de notre aventureuse traversée vers l'avenir, il est plus que jamais nécessaire d'anticiper l'accostage final en imaginant le monde différent qu'une meilleure constitution devrait autoriser, quitte à supposer ce qu'un peuple enfin souverain, de par sa majorité, déciderait probablement en quelque matière que ce soit. C'est précisément ainsi que la réflexion créative se nourrit, non seulement pour percevoir à quel point les décisions et autres priorités d'une véritable majorité populaire seraient différentes des choix actuels, entraînant dans leur sillage une société apaisée par la justice, d'une égalité minimale décente, garantie à tout citoyen, mais plus encore pour en déduire les structures politiques, administratives et réglementaires qu'un tel progrès sociétal supposera. Ainsi, une innovation procède-t-elle en une nécessaire prévisualisation du lieu d'arrivée, dont tout l'intérêt est d'en déduire le nouveau chemin préalable, d'une manière aussi étrangement rétrospective que l'usage du futur antérieur en matière de conjugaison. 1. Égalité, liberté, responsabilité. À mi-parcours de ces réflexions citoyennes, il apparaît déjà clairement que la triple devise de la République française, enfantée par la Révolution de 1789, mérite une sérieuse retouche, sans pour autant perdre de sa substance en tant que conséquence des Lumières, bien au contraire. En effet, le cap suivi depuis notre lointain départ se précise de page en page et suggère à terme une nouvelle devise républicaine qui mériterait pleinement une présentation légèrement différente. Égalité, liberté, responsabilité. L'égalité, au sens plein de garantie minimale de droits et de faits, donc autant politique que socio-économique, doit précéder la liberté, en définissant constitutionnellement un ensemble de droits et de devoirs concrets sur la base d'une éducation civique complète. Il ne s'agit ici en aucun cas de nier le principe de liberté, mais de comprendre que la véritable liberté ne saurait s'exercer aux dépens d'autrui, s'agissant du minimum considéré comme vital par la communauté pour une époque donnée, en fonction des moyens culturels et matériels qu'autorise son niveau de développement. L'être humain ne naît aucunement libre, mais déjà dépendant de ses parents, de ses proches, de son milieu et des progrès accomplis par la société dans son ensemble, héritant de ce fait culturellement, voire génétiquement, de toute l'histoire de son territoire natal, tandis que son éducation familiale, autant que scolaire et sociale jusqu'à l'âge adulte, le façonne nécessairement d'une façon ou d'une autre. Il est donc vain de prôner la liberté comme valeur première de notre devise nationale. De même que chez la plupart des animaux, la nature grégaire des humains nous permet de vivre en société, non sans nous y contraindre de fait, et tout l'intérêt du progrès des civilisations les plus avancées est de rendre possible une mutualisation équitable propre à assurer la paix civile en supprimant maintes formes de violence, jusqu'au non-sens extrême de la guerre totale. Les premiers germes de la paix naissent dans la justice et supposent dès lors la fondation et la définition d'une égalité citoyenne minimale localement assumée et assurée par et pour tous les citoyens. La liberté ainsi mise en avant par les auteurs de notre devise nationale ne reflétait sans doute qu'une réaction compréhensible face aux abus du système monarchique, dont les sujets avaient longtemps souffert, ce qui peut excuser leur choix de placer ce principe en premier lieu. Mais il est encore plus probable que la prééminence de la liberté sur l'égalité ait été le choix délibéré d'une bourgeoisie prompte à se différencier du peuple français, niant de facto l'égalité en la limitant au seul champ du droit théorique. La vraie liberté, hors l'état de jungle si abhorré par un Thomas Hobbes, n'apparaît qu'une fois l'égalité minimale garantie pour chaque personne adulte, moyennant une participation égale à la satisfaction de tous les besoins universels, en autorisant alors une différenciation des destins individuels en fonction des qualités personnelles, des mérites, de la volonté et du tempérament de chacun, voire des avantages matériels et sociaux reçus en héritage, sans pour autant nuire aux citoyens moins entreprenants ou moins chanceux. C'est seulement en se plaçant après la priorité de l'égalité minimale que la liberté devient alors positive, c'est-à-dire humainement profitable, socialement acceptable
et moralement respectable, justifiant pleinement toutes les récompenses qu'elle suscite en termes de réussite matérielle, sociale ou culturelle. Instaurer l'ordre égalité supérieure à liberté, c'est affirmer d'abord le droit de tous les citoyens à une égale protection par la participation garantie au projet sociétal de la communauté pour la totalité des biens et services devenus indispensables à la vie au sein d'une société humaine avancée, sur la base d'une rémunération minimale identique pour tous, couvrant donc pour chacun l'ensemble des besoins les plus vitaux en termes de mode de vie autant que de niveau de vie. Mais c'est également affirmer qu'au-delà de cette garantie sociale primordiale, chaque citoyen jouit d'une nouvelle liberté, enfin assumable sans aucun risque de s'épanouir aux dépens d'autrui, aux antipodes de la loi du plus fort qui régit la jungle animale. Dès lors, les indispensables et inévitables différences sociales et économiques seront rendues inoffensives, car légitimement justifiées dans la seule limite du contrôle politique d'une démocratie accomplie, basée sur la volonté majoritaire et directe du peuple, ce qui revient à valider la juste et utile domination sans subir, ni faire subir, la surdomination. Le troisième terme de notre devise républicaine française se trouve quant à lui remplacé en même temps que visuellement déplacé en dessous des deux précédents, afin d'apparaître en réalité comme la fondation de l'édifice de la nouvelle démocratie délodiste. La fraternité est certes un magnifique sentiment, mais précisément, sa teneur plus affective et psychologique semble quelque peu déplacée en comparaison des co-concepts nettement plus palpables d'égalité ou de liberté. Par ailleurs, le terme de fraternité nous semble inutilement redondant vis-à-vis de celui d'égalité, quoique sur un plan plus moral, voire religieux, comme si cette notion avait été suggérée ou inspirée par l'ordre du clergé. De fait, l'égalité suppose la fraternité autant qu'elle la suscite, à la façon d'enfants partageant les mêmes parents, dès lors susceptibles d'en recevoir le même amour et les mêmes attentions, dans une situation qui les rend conséquemment solidaires. Pour refermer cette parenthèse, notons qu'à l'époque de la Révolution, la soif de liberté devait surtout concerner la bourgeoisie du tiers-État, tandis que celle d'égalité visait à satisfaire, au moins symboliquement, le reste du peuple, le clergé se reconnaissant logiquement quant à lui dans la fraternité. Tout cela ne laissait déjà plus aucune place officielle à la noblesse, associée de fait au système monarchique très bientôt condamné par l'histoire de France. Aujourd'hui, en lieu et place de la fraternité, affirmons plutôt le concept beaucoup plus révélateur de responsabilité, en le plaçant comme s'il soulignait de ses 14 lettres les 7 lettres d'égalité ajoutées aux 7 autres lettres de liberté, avec en prime l'avantage d'une lecture des 3 termes par ordre alphabétique. En effet, le propre d'une société authentiquement démocratique est de responsabiliser chaque citoyen dans toutes les dimensions de son être individuel et grégaire pour rester au plus près de l'autonomie qu'il pourrait avoir s'il était totalement libre et seul, tout en l'associant aux si nombreux avantages de la vie sociale dans le cadre d'une civilisation digne de ce nom. C'est précisément cette subtile alchimie entre individus et société que la République délodiste doit permettre de réaliser et de maintenir fermement pour le bien de la paix et de la justice, condition sine qua non d'un bien-être partagé grâce à la tempérance sociale. Au lieu de réduire de force chaque citoyen à ses seules fonctions de travailleur et de consommateur en le privant en réalité de tous ses droits et devoirs participatifs, et au prix d'assister un nombre croissant de laissés pour compte, tout cela sous le faux prétexte d'une liberté totale devenue la dictature économique et financière que nous connaissons aujourd'hui, la responsabilisation de chaque personne, dûment enseignée et transmise via l'éducation familiale et scolaire, doit être le fondement du nouveau contrat républicain, sur la base concrète des garanties matérielles et sociales désormais offertes à des citoyens respectueux des mêmes droits et devoirs vitaux et explicites. La responsabilité va donc de pair avec l'égalité et la liberté en associant chaque personne adulte à ces 2 étages complémentaires de la nouvelle démocratie délodiste, par le biais d'une constitution simple et transparente, ainsi que d'une loi majoritaire devenue enfin légitime et respectable. Cela suppose de la même manière la prise de conscience, via l'enseignement et le contrat citoyen, de tous les droits et devoirs afférents, et en particulier des conséquences judiciaires potentielles
en cas de non-respect des frontières définissant l'égalité et la liberté dans les domaines complémentaires de la vie sociale, culturelle, économique et politique. La responsabilisation sera d'autant plus facilement garantie qu'elle sera encouragée par la gestion locale, transparente et collégiale de la quasi-totalité des besoins quotidiens, empêchant la moindre dérive potentielle dès ses premiers signes avant-coureurs. Après tout, il n'est pas si surprenant de se voir ainsi obligé de remanier le dernier terme de la trilogie révolutionnaire de 1789, puisque l'évolution de la société et la conscience citoyenne plus mature qui en résulte rendent les Français plus désireux que jamais de s'impliquer enfin concrètement dans leur vie publique et démocratique, tant locale que nationale, autrement dit, de prendre désormais en main leurs plus complètes responsabilités. 2. Les étages de délégation. À la lumière des 7 chapitres précédents, et compte tenu de la fondation communale et dès lors locale, qui caractérise la République délodiste, les différentes strates de pouvoir indispensables à l'échelon départemental, régional ou national changent radicalement de nature en raison directe du sens verticalement ascendant qu'autorise la véritable démocratie construite par et pour le peuple dans sa volonté majoritaire. De ce fait, et sans surprise aucune, notre Délodie prend totalement à rebours l'héritage historique d'une nation construite sur la domination et l'appropriation plus ou moins violente du pouvoir politique, dont la Ve République conserve quasi tel quel le schéma centralisé à verticalité descendante du sommet de l'État jusqu'au niveau communal, pâle copie politique du principe de ruissellement des richesses prôné par notre président en matière de pouvoir économique et financier. Face à ce lourd héritage étatique dont la corruption politique et administrative, la rigidité clanique et l'inefficacité structurelle ne sont que trop évidentes depuis déjà longtemps, la démocratie locale directe autorise une reconstruction du pouvoir par la base citoyenne à travers le principe de délégation par tirage au sort, en garantissant d'une façon ou d'une autre une égale possibilité de participation aux citoyens, quel que soit le niveau décisionnel concerné, du moins au présent stade de ces réflexions. Le terme de délégation signifie clairement qu'à l'instar de tout délégué de classe en milieu scolaire, l'élu du tirage au sort doit seulement avoir la fonction de formulateur, de représentant ou de négociateur de la volonté majoritaire, particulièrement lorsqu'il s'agit d'établir la loi. Et toute décision prise par ce délégué reste donc soumise de bout en bout à la volonté citoyenne. L'actuelle stratification cantonale, départementale et régionale est le piètre résultat de l'empilement empirique du fameux millefeuille décisionnel et administratif qui vaut à la France un triste record, avec 10 fois plus d'élus par habitant que ses voisins européens, sans oublier les administrations redondantes et autres dépenses de fonctionnement afférentes, situation aberrante que tous les partis politiques se plaisent à dénoncer en parfaite hypocrisie sans jamais se priver d'en profiter. Il va de soi que la République délodiste simplifiera spontanément cette jungle à la fois politique et administrative, libérant ainsi l'argent gaspillé pour d'autres priorités, voire pour réduire les impôts et taxes en proportion. Cet assainissement sera particulièrement spectaculaire s'agissant des abus de la haute administration et des nombreux privilèges ainsi usurpés via des budgets de fonctionnement dignes d'une monarchie décadente. En toute logique, les futurs choix délodistes en matière de strates intermédiaires dépendront des besoins exprimés par les citoyens dès l'échelon communal, des projets plébiscités sur les sites communaux et des contraintes techniques et financières impliquées, en conservant le meilleur des structures actuelles, sans pour autant avaliser l'aberration des super-régions imposées par un François Hollande désireux de laisser à tout prix une trace institutionnelle, dans une pathétique tentative pour imiter les Länder allemands. La richesse unique de la France, et sans doute sa spécificité mondiale compte tenu de sa taille modeste, tiennent précisément à l'infinie variété de nos régions et plus spécifiquement de nos départements, devenus au fil des siècles des réalités culturelles et identitaires profondément enracinées. Tandis que le grotesque mariage forcé de régions par trop différentes trahit toute l'inanité d'une mesure centralisatrice de regroupement dont l'effet pervers est d'éloigner plus gravement encore les décideurs des citoyens, à l'inverse de tout principe démocratique.
Pourquoi ne pas laisser une liberté aussi grande que possible aux Français, en permettant aux communes de se regrouper en fonction de leurs besoins autant que de leurs ressentis culturels? Il ne fait aucun doute pour nous que le bon sens majoritaire, autant que le calcul économique de l'argent public, guideront les citoyens délodistes vers les meilleurs choix possibles, dans l'intérêt direct de leur bien-être collectif et de la protection de leur précieux environnement. Par ailleurs, rien ne devrait empêcher d'associer divers espaces géographiques et démographiques en relation avec les objectifs visés, et ce, d'autant plus que l'association locale ou régionale de multiples communes n'implique pas forcément l'institution inutilement coûteuse de nombreuses autorités politiques ou administratives permanentes. Si l'initiative reste entre les mains des néo-citoyens, tout devient possible via la commune correspondante dans ses relations extérieures d'envergure régionale. L'important est de centrer chaque organisation supracommunale ou autre projet plus régional sur les besoins ressentis et exprimés par les Français concernés, par le biais des sites officiels de propositions citoyennes, en y réservant pour cela une section appropriée. Dès lors, deux schémas semblent devoir se dessiner, au choix des futurs citoyens délodistes, soit le démantèlement pur et simple d'un maximum de structures ou institutions intermédiaires départementales et régionales pour laisser les communes libres de planifier n'importe quel projet d'échelle supérieure à leur taille en s'associant entre elles, soit conserver ou redéfinir un échelon supérieur historiquement et géographiquement cohérent, géré par un conseil départemental ou régional, cette fois-ci représentatif et donc toujours tiré au sort, avec les mêmes contraintes de fonctionnement démocratique qu'à l'échelon communal, grâce à un site officiel départemental ou régional de propositions citoyennes. Dans ce dernier cas, il serait toutefois préférable que lesdites propositions à vocation régionale puissent principalement émaner des communes ou municipalités, afin d'éviter tout risque de saturation et de filtrer les propositions ou les projets recueillant déjà une approbation suffisante à l'échelon communal. Cela paraît logique, dans la mesure où les besoins concernant effectivement une multitude de communes seront prioritairement ressentis par les responsables municipaux en cours de mandat, puisque la nature collective de leurs responsabilités les placera de fait en position idéale pour formuler tel ou tel besoin et suggérer en conséquence quelques nouveaux projets afférents, en particulier concernant les infrastructures d'envergure micro-régionale, la gestion de l'eau, les transports intercommunaux, la protection de l'environnement, etc. Cela dit, comme lorsqu'il s'agira de décisions strictement communales, cela supposera préalablement l'accord majoritaire des administrés, absolu ou relatif selon la préférence des fondateurs, grâce au site de propositions citoyennes sur l'espace réservé aux propositions municipales. La liberté d'association intercommunale sera sans doute propre à satisfaire les plus modestes projets départementaux d'ordre culturel ou social en particulier, tandis que l'entité micro-régionale permanente sera logiquement responsable de l'exécution des projets les plus coûteux et les plus ambitieux, tels que la construction et l'entretien des principaux axes routiers, ainsi que des centres hospitaliers ou autres compléments de campus universitaires, par exemple. Quoi qu'il en soit, le contrôle démocratique citoyen restera la clé de chaque action, réduisant d'autant tout risque de chantier inutilement imposé à la population concernée, dérive hélas si souvent associée aux magouilles encouragées par les énormes intérêts en jeu. Dans la mesure même où chaque décision ou autre projet devra se trouver validé par la majorité démocratiquement exprimée, il ne fait ici aucun doute que l'argent public sera dès lors efficacement investi en respectant l'efficience des priorités citoyennes des populations qui les financent, non sans prendre la précaution de garantir une transparence permanente grâce à la publication en continu et vérifiable de toutes les comptabilités publiques correspondantes, afin de décourager la moindre tentative de corruption administrative. En s'appuyant sur l'expérience de nombreux citoyens honnêtes des secteurs tant privés que publics, des solutions très simples sont d'ores et déjà disponibles pour éradiquer, et mieux encore, prévenir, le cancer social de la corruption des dominants, véritable miroir de la délinquance des cités perdues de la République, pour peu qu'une volonté politique d'intérêt majoritaire puisse se mettre en place dans le cadre d'une constitution enfin démocratique. De la même manière,
La libération totale des initiatives locales qu'autorisera l'autogestion des lodistes sera à même de promouvoir les meilleures idées comme les innovations les plus utiles, avec l'appui des citoyens pétitionnaires, sur la base de preuves concrètes d'efficacité, favorisant ainsi l'expérimentation communale dans tous les domaines d'intérêt public, sans qu'aucun obstacle de type minoritaire clanique ou administratif ne puisse dès lors s'opposer à une généralisation régionale ou nationale, le cas échéant. Alors qu'aujourd'hui la moindre bonne idée, souvent plus efficace et moins coûteuse, se trouve aussitôt bloquée par les multiples verrous politiques et administratifs qui protègent les profiteurs du statu quo, et tandis que d'aberrantes et ruineuses solutions sont adoptées par intérêt lobbyiste pour noyer le poisson toujours plus profondément, les plus simples mesures de bon sens pragmatique se verront testées librement dès l'échelon communal et adoptées aussitôt le cas échéant, sans plus dépendre des interminables tergiversations d'une haute administration sclérosée de préjugés et attachée corps et âme aux intérêts d'experts devenus les agents doubles des marchés économiques et financiers privés. Une telle liberté d'initiative ne pourra que profiter à l'écrasante majorité des citoyens en privant logiquement les décideurs abusifs de leur pouvoir de nuisance, d'exploitation et de gaspillage, tandis qu'à l'échelon national, les économies matérielles et budgétaires qui en découleront pourront à coup sûr se chiffrer en milliards d'euros pour chaque administration concernée. Mais l'inversion de la flèche du pouvoir décisionnel autorisé par la République des lodistes aura des effets beaucoup plus profonds sous la surface financière des budgets ministériels, car c'est la nature même des finalités qui s'en trouvera pacifiquement révolutionnée, toujours dans le but légitime et cohérent de faciliter la vie d'administrés devenus de fait des citoyens co-administrateurs. En effet, l'aboutissement de ce processus logique de reconstruction depuis la base citoyenne jusqu'au sommet de l'État révélera enfin l'authentique raison d'être de chaque administration nationale, dont la seule vocation est d'être entièrement au service du peuple, avec toute l'intégrité que suppose l'intégralité, et pour des actions correspondant désormais à l'intérêt citoyen le plus largement majoritaire. Il suffira de maintenir la permanence du contrôle citoyen par le respect des divers principes déjà mentionnés dans les précédents chapitres pour garantir la transparence de toutes les décisions et de leur application jusqu'au niveau national des ministères, lesquels ne feront que coordonner la traduction des choix politiques du peuple de France via la nouvelle fonction de l'Assemblée des délégués nationaux, ou Assemblée gouvernementale. Dès lors que la liberté d'initiative sera d'abord entre les mains des communes et de chacun de leurs administrés, ces derniers seront stimulés à participer et partager leurs expériences pour promouvoir des solutions dont le bon sens commun sera garanti par l'enracinement local et concret de chaque expérimentation. Une fois localement validée par son approbation pétitionnaire au sein du site communal de propositions citoyennes, l'idée ou le projet tracera son chemin en se trouvant aussitôt relayé par la municipalité jusqu'au niveau départemental ou régional selon le cas, puis jusqu'à l'Assemblée des délégués nationaux sitôt que son intérêt général s'avérera confirmé par la majorité de l'ensemble des départements ou micro-régions. Ainsi, toute mesure ou autre projet ne concernant qu'une partie territoriale de la République pourra se valider en s'arrêtant à l'échelon géographique correspondant, sans nécessiter une validation nationale inutile, a fortiori si son financement peut être assumé par les territoires concernés. Et seules les mesures d'intérêt véritablement national seront prises par l'Assemblée des délégués nationaux. En tout état de cause, il faut souligner à quel point le nouveau moteur principal de la démocratie future résidera avant tout dans l'initiative communale, dont l'échelle locale pourra seule garantir l'implication politique directe de l'ensemble des citoyens concernés, et plus encore, le repérage et la promotion du moindre progrès méritant une généralisation, tandis que les échelons géographiques et démographiques supérieurs resteront constamment assujettis par délégation à la préférence majoritaire, sans détournement possible des décisions ni de l'argent public des citoyens. À ce stade de l'analyse, et après avoir déjà amplement décrit par anticipation les tout premiers progrès institutionnels notoires autorisés par l'instauration d'une constitution républicaine enfin démocratique, surtout relativement aux trois principaux pouvoirs usuels, il est temps de poursuivre ces réflexions encore empiriques
en prenant aussi pleinement conscience des changements de nature qui s'opéreront à terme dans le contexte enfin libéré et assaini de la République démocratique locale et directe, résumée en Délodie. 3. L'éducation égalitaire, libre et responsable. L'éducation doit avoir pour but l'amélioration constante de la société et de chaque personne qui la compose en transmettant à chacun l'essentiel des valeurs, des connaissances et surtout des compétences nécessaires à l'épanouissement personnel et social du futur citoyen, afin que, dans son propre intérêt, chacun devienne le vecteur de la nouvelle devise républicaine pour le bien si vital de la justice et de la paix. Par l'éducation, la personne en devenir qu'est chaque enfant doit pouvoir éveiller tous les sens qui lui feront apprécier le monde et la vie, tout en structurant son intelligence en pleine conscience d'être à la fois unique et social. Être un enfant ou un adolescent nous place d'abord parmi la multitude de l'ensemble des jeunes en devenir, sur la base d'une égalité minimale de conditions éducatives à garantir, tandis que notre parcours unique et personnel se construit peu à peu grâce à une autonomisation créative, à la seule condition que notre environnement, à la fois scolaire et familial, s'offre en tuteur actif, aussi droit et fiable que possible, et développe en chacun de nous le sens de la responsabilité, condition de la vraie liberté assumée vis-à-vis d'autrui. Or, force est de constater que face au bel idéal humaniste de cet objectif délodiste, la réalité d'aujourd'hui tourne le dos à la réussite, individuelle autant que collective. De fait, les deux contextes principaux du milieu familial et de l'éducation nationale dépendent directement du système socio-économique dans son ensemble, via les options politiques biaisées qui découlent hélas logiquement de l'insuffisance démocratique et de l'interférence socio-économique d'un cadre de plus en plus injuste. Tout est dans tout et réciproquement. Pour reprendre l'expression délibérément redondante d'un Alain Perfit, ce qui signifie en clair que l'absence de démocratie a pu conforter la mise en place sclérosante d'une administration éducative hypercentralisée, pour l'assujettir aux intérêts et aux besoins d'une économie de marché déshumanisée, propre à démolir parallèlement le milieu familial de nombre d'élèves via des conditions de vie de plus en plus dégradées depuis la mondialisation ultralibérale. Dès lors, il n'est pas surprenant d'observer la régression de notre système scolaire s'agissant du niveau général des élèves, ainsi que du respect de l'autorité professorale, tandis que de plus en plus de jeunes se voient exclus du parcours de la réussite et livrés à eux-mêmes par des lambeaux de familles précarisées, sans même compter tous ceux que des systèmes de notation démagogiques trompent sur la réalité de leurs résultats scolaires comme de leurs compétences, au prix d'amers échecs ultérieurs en milieu universitaire. Le résultat est à l'opposé de ce que les citoyens sont en droit d'attendre, puisque dans le nouveau labyrinthe des filières post-bac, devenu un marché hyper lucratif, les plus favorisés réussissent beaucoup plus grâce au soutien de leur milieu familial que par l'intermédiaire dudit système éducatif, malgré l'importance notoire du budget consacré au ministère correspondant. En se basant sur la constitution délodiste, les besoins éducatifs se ressentiront et s'exprimeront au contraire sur le terrain, à l'échelon communal et intercommunal d'abord, suscitant des réponses locales, concrètes et pragmatiques, via une participation citoyenne enfin libérée, avec l'avantage sans précédent de pouvoir expérimenter de nouvelles initiatives éducatives en pleine responsabilité, avant de les généraliser régionalement ou nationalement dès lors que leur intérêt sera avéré. En lieu et place de directives aveugles répondant aux caprices de ministres et d'experts totalement déconnectés des contraintes vécues par tous les acteurs de l'éducation, les enseignants, les parents et les élèves pourront désormais interagir dans l'intérêt de la réussite du plus grand nombre, plus particulièrement pour améliorer les conditions pratiques du rapport enseignement-apprentissage, mais aussi influer sur les méthodes le cas échéant, tout en respectant naturellement les objectifs redéfinis par la majorité nationale en ce qui concernera le contenu principal et minimal des programmes. Cela devrait aboutir rapidement à une grande simplification de la monstrueuse usine à gaz qu'est devenue l'éducation nationale au fil du temps, en redéfinissant des programmes enfin centrés sur l'essentiel des connaissances et compétences requises pour devenir un citoyen assez accompli et autonome, ainsi qu'un humain sereinement épanoui.
il en résultera certainement une relation très différente entre tous les acteurs concernés: parents, élèves, enseignants, personnel d'encadrement et chefs d'établissement, relation propre à optimiser enfin les résultats dans une saine complémentarité, en favorisant une créativité pratique d'une portée encore insoupçonnable, désormais frappée du sceau du bon sens commun et de l'efficacité, dans la simplicité et l'économie d'efforts et de moyens que susciteront les nouvelles libertés locales acquises. À l'opposé d'une structure nationale éléphantesque, impossible à réformer d'en haut, qui multiplie de vaines obligations de plus en plus stressantes pour des enseignants peu à peu détournés de leur fonction première, au point même d'être dégoûtés de leur si beau métier, les choix éducatifs d'un avenir délodiste ne pourront que correspondre à l'attente majoritaire, en profitant le plus efficacement possible de chaque progrès vérifiable, ou de la moindre suggestion citoyenne pertinente, pour ainsi améliorer constamment les résultats réels dans les 3 dimensions de l'égalité de conditions scolaires, de la liberté d'expression personnelle et de la responsabilité à la fois individuelle et collective, du seul fait de la prise en compte prioritaire des besoins locaux par la micro-démocratie communale. Avant d'entrevoir, grâce à quelques exemples concrets, ce que pourrait devenir l'éducation nationale dans un néo-contexte résolument délodiste, il faut rappeler en passant que les nouvelles conditions de vie garanties à tout citoyen adulte par la Constitution à venir supprimeront de fait les inégalités sociales vitales qui affectent la majorité des parents d'élèves, tandis que le contrat citoyen définira plus concrètement que jamais les responsabilités parentales en cette matière d'éducation, tout en prévoyant les mesures nécessaires pour accompagner sous contrôle les foyers qui auront besoin d'aide dans la période de transition que supposera la 6e République provisoire, s'agissant ici de l'exemple français, à titre d'illustration par défaut. 4. Cas d'école de l'enseignement de l'anglais. S'il est une matière à la fois utile et agréable, susceptible d'ouvrir les portes de la curiosité de chacun, que ce soit pour voyager, travailler ou simplement renseigner n'importe quel touriste égaré dans notre belle France, c'est bien le cas d'une langue étrangère, et plus particulièrement de l'anglais. Or, malgré déjà plusieurs décennies de mondialisation et l'invasion culturelle de l'anglais via l'américain sur tous les médias, il est facile de constater l'incompétence scandaleuse des Français dans ce domaine si pratique, alors même que l'anglais utilitaire et courant se trouve être grammaticalement 20 fois plus simple que notre langue maternelle. Dans ce domaine scientifiquement mesurable par n'importe quel contrôle de bilinguisme élémentaire, le résultat de l'actuelle éducation nationale révèle en fin de scolarité largement moins de 10% de réussite en termes de capacité minimale à s'exprimer correctement en situation occasionnelle. Taux lamentable se stabilisant à près de 5% s'agissant des adultes, soit un Français sur 20 capable de communiquer en anglais. Cet échec national organisé et le gaspillage qu'il suppose n'empêchent nullement 85% des lycéens de réussir leur bac, ni l'éducation nationale de proclamer une large majorité de bilingues sur la seule base de stériles QCM de compréhension, tandis que les enseignants perdent leur âme en simplifiant les tests ou en retouchant les notes obtenues pour cadrer avec les standards européens, sous peine de s'attirer les foudres d'un système d'inspection digne d'une police stalinienne. D'ailleurs, même en lycée, un élève moyen n'apprend pratiquement plus l'anglais, étant seulement contraint de faire semblant de l'utiliser sur d'ambitieux dossiers traitant de n'importe quel autre thème à la mode, diversité, réchauffement climatique, fiction, PMA ou racisme, à grands coups de copier-coller sur Internet, noyant les enseignants de tâches qui n'ont plus rien à voir avec leur métier, puisque l'excellent principe d'étudier en anglais est rendu totalement illusoire et nocif par manque de niveau minimal préalable. Dans ce domaine pourtant si crucial pour l'épanouissement de chacun sur un globe interconnecté, et plus encore indispensable à la compétitivité internationale si chère à notre président, un grand nombre d'initiatives pédagogiques simples, peu coûteuses et d'une efficacité démontrée sont d'ores et déjà disponibles depuis longtemps, grâce à la créativité de nombreux enseignants isolés, visiblement plus dévoués à leurs élèves qu'à leur administration. Mais sitôt que leur point de vue pédagogique remet en cause une seule ligne des principes décrétés par l'inspection générale,
la solution et ses avantages se trouvent aussitôt interdits, tabous ou étouffés dans l'œuf, avec en prime de très sévères admonestations hiérarchiques à l'encontre des enseignants concernés, pouvant aller jusqu'au blocage d'une carrière à l'échelon le plus bas, agrémenté d'un véritable harcèlement relayé par l'antenne locale d'un enseignant contremaître aveuglément docile. Le double résultat d'une centralisation aussi intolérante frise le terrorisme administratif, en sclérosant des enseignants pris en sandwich entre les critiques souvent justifiées des élèves ou parents d'élèves et les folles exigences de l'inspection académique, tout en favorisant la multiplication de mesures contre-productives et dispendieuses de la part d'une haute administration verrouillée en un club de sachants, pour reprendre l'expression condescendante du président Macron à l'adresse de supposés ignorants. Les perdants de la pédagogie officielle sont les futures générations, tandis que les seuls gagnants sont les lobbies de l'édition et de l'équipement scolaire qui se gavent d'argent public à la moindre réforme et sont seuls habilités à négocier avec le ministère via le copinage intéressé d'experts et autres conseillers à double casquette. D'où, au bout du compte, le mal-être chronique des enseignants, leur inquiétante perte totale d'autorité et l'amère désillusion d'une réputation devenue désastreuse, situation en tout point comparable à celle d'une police transformée en bouclier par un pouvoir pathétiquement sourd aux légitimes exigences des Français. En reconstruisant de fond en comble l'éducation nationale sur une base citoyenne délodiste, il ne fait aucun doute que seules les initiatives et innovations dûment avérées efficaces et préférables seront promues jusqu'à l'échelon national, tandis que les décideurs autoproclamés et les profiteurs abusifs des cercles parisiens et européens verront fondre leur super-pouvoir de nuisance comme neige au soleil. Tel devrait être l'effet concret du nouveau souffle majoritaire sur la restructuration et le fonctionnement de la nouvelle éducation nationale, sous la direction de l'Assemblée nationale déléguée et sous le contrôle permanent des citoyens à chacun des étages géographiques et organisationnels de cette administration. De fait, le discours officiel de la méthode n'a de cartésien que le pouvoir de la forme et du dogme imposé, car sur le fond, l'absence totale de démocratie et d'écoute dans le domaine éducatif empêche toute évolution pragmatique sur la façon de faire pratiquer l'anglais et aboutit au contraire à la promotion des plus stupides approches pédagogiques en la matière, à l'instar de la méthode globale pour l'apprentissage de la lecture, dont les méfaits avérés ont déjà sacrifié à vie un grand nombre de nos concitoyens vis-à-vis de l'orthographe, comme du plaisir de lire et de maîtriser l'expression personnelle écrite. S'agissant d'anglais, et sous l'influence de spécialistes native speakers, trop souvent inconscients du parcours mental à accomplir en partant du français, la doxa ministérielle a ainsi généralisé une approche globale imposant, par exemple, dès les premières heures d'anglais, la contraction du S pour is ou has, à la façon du cas possessif, créant d'emblée une confusion totale propre à dérouter 9 élèves sur 10, alors qu'il ne s'agit là que d'un effet d'accélération orale installé progressivement par l'habitude, mais une fois le sens de la construction maîtrisé. Cette approche digne d'un voyage commençant par l'arrivée équivaut à dire « je suis là » pour « je suis là » à un étranger découvrant le français, noyant aussitôt les élèves dans une confusion totale, incluant en plus le S du pluriel et l'unique conjugaison du S à la troisième personne du présent simple. C'est la garantie de la chute immédiate, à la façon d'un nouveau cavalier auquel on interdirait de mettre le pied à l'étrier, avec pour conséquence rapide le dégoût des uns, la perte de confiance de tant d'autres et l'indiscipline des plus virulents. Or, toute l'approche psychopédagogique officielle se trouve orientée de la sorte, obligeant les apprenants à découvrir l'anglais à la façon d'une langue maternelle, comme s'ils étaient nés à Londres, sans jamais leur faire traverser mentalement la Manche, par l'intelligence d'un apprentissage raisonné et progressif, imposant dès lors à tous une pratique totalement intuitive dont seuls quelques surdoués en la matière sont capables. Dès lors, et en contradiction absolue avec le but officiellement recherché, le tout anglais, tout oral et tout enseignement transforme ce cours de langue en un piètre one-man show, l'enseignant étant réduit à animer bien malgré eux des adolescents maintenus constamment dépendants, lesquels ne s'accrochent pathétiquement qu'à l'appris par cœur
pour sauver les apparences de contrôle en contrôle et oublier aussitôt, sans jamais pouvoir construire la moindre compétence ni le moindre savoir-faire autonome, durable et fiable, pour au moins 90% d'entre eux. Sur des principes toujours plus savants déguisant leur vacuité, les réformes pédagogiques se succèdent ainsi à un rythme régulier, sans autre effet que de déstabiliser chaque fois un peu plus les enseignants, les élèves et les parents d'élèves, justifiant à chaque occasion d'inutiles et colossaux investissements en formation de personnel autant qu'en renouvellement de manuels, pour le plus grand bénéfice des partenaires privés associés aux élucubrations sans limite des concepteurs officiels. Cette absurde et ruineuse réformite chronique prend prétexte d'une histoire constamment nouvelle pour brancher la pédagogie sur la culture d'aujourd'hui, puisque les aspects de civilisation et d'actualité ont pris le pas sur la permanence utile de la langue de base et la priorité de son apprentissage. Enfin, pour mieux sauver les apparences, le vernis stérile de quelques expressions idiomatiques et des tests simplifiés sous forme de QCM ou équivalent cache pudiquement la misère intellectuelle du résultat jusqu'au baccalauréat inclus. Et l'on finit ainsi par se contenter de comprendre l'anglais de façon plus qu'approximative, à défaut de le parler, au prix d'un incommensurable gaspillage de temps, de moyens et d'énergie, sans compter ici les conséquences désastreuses de l'échec scolaire en termes d'indiscipline ou de délinquance, dont les médias font si souvent état. 5. Exemple de proposition citoyenne éducative. Retournons à d'Élodie Léverne pour nous mettre à l'écoute de ces citoyens les plus motivés en matière d'éducation au sens le plus large possible du terme, et que cela soit dans le cadre de propositions individuelles ou regroupées, afin de rendre ces réflexions citoyennes encore plus concrètes et de bien comprendre à quel point la démocratie libérée dès l'échelon communal pourra potentiellement rendre service à l'ensemble de la communauté nationale, avec à la clé de spectaculaires économies en tout genre et une efficacité sans précédent, mais toujours sous la réserve d'une validation citoyenne majoritaire. Regroupés en associations, certains parents d'élèves de d'Élodie Léverne demandent une classe de plus au sein d'une école primaire de quartier anormalement surchargée, sous l'impulsion de leur présidente, Madame Martineau. Si la comparaison avec les autres écoles et les autres communes semble effectivement justifier une telle demande, la mesure correspondante permettra d'ajuster au mieux l'offre d'éducation par rapport aux besoins ressentis, dans le cadre d'une proposition citoyenne validée à l'échelon communal et propre à s'imposer à l'administration, tandis que la mise en place technique de cette mesure et surtout son financement deviendront dès lors une priorité, quitte à ce que ladite commune en trouve les moyens provisoires via ses propres administrés dans le pire des cas. Cette initiative pourra toutefois être rendue inutile dès lors qu'une redéfinition précise du nombre maximum d'élèves par classe fera l'objet d'une décision d'ensemble de l'Assemblée nationale ou gouvernementale, pour application via la Commission ministérielle de l'éducation, sur la base statistiquement la plus fiable de l'opinion majoritaire des enseignants de chaque spécialité, en parfaite cohérence technico-démocratique et compte tenu des contraintes budgétaires. Plusieurs employeurs importants du bassin économique, dont fait partie notre commune de d'Élodie Léverne, font face à des difficultés chroniques pour embaucher dans leur domaine technique et se sont donc regroupés en une association citoyenne pour demander un ajustement des enseignements technologiques en ce sens, afin de former des jeunes en leur donnant l'occasion de trouver facilement du travail sur place. Avec l'appui des municipalités concernées et l'accord de leurs citoyens, leur proposition groupée à cet effet pourra aussitôt concerner la région proche, incluant notre commune, pour aboutir aussi vite et directement que possible à la mise en place ainsi qu'au développement de la filière d'apprentissage appropriée, permettant par là d'ajuster les formations locales aux besoins industriels de proximité, en évitant le gâchis et les trop longs délais de décision politique centralisée en la matière. Madame Dutronc, enseignante de son État, se déclare favorable à l'usage systématique de blouses, voire d'uniformes, en milieu scolaire, afin de gommer en grande partie les différences sociales ou culturelles et de promouvoir ainsi un véritable esprit de communauté éducative solidaire. L'uniforme s'avérant hélas assez coûteux, et sa taille devant être changée bien trop souvent en raison de la croissance des élèves,
La proposition citoyenne se réduit, après réflexion, à l'idée du port d'une blouse usuelle additionnée d'un simple écusson scratché sur la poche, permettant de customiser ce vêtement en fonction de l'établissement. Si la proposition rassemble une majorité favorable, l'expérimentation de la mesure correspondante sera immédiate, sans aucun besoin d'autorisation supérieure. A fortiori si le financement très raisonnable qu'elle implique peut être assumé par la commune, les établissements, voire les parents d'élèves. Monsieur Dubois s'émeut du coût du permis de conduire et du nombre croissant de jeunes circulant sans cet indispensable sésame, faute de pouvoir faire face aux dépenses et contraintes induites. Son idée tient au fait que savoir conduire est une quasi-obligation pour trouver un travail, et qu'un tel apprentissage devrait donc faire partie intégrante des prestations minimales de l'éducation nationale. Dès lors, pourquoi ne pas proposer une expérimentation communale ou intercommunale dans ce sens, avec la collaboration active des agences locales d'auto-école si nécessaire, tout en déposant le même vœu original dans la rubrique à vocation nationale? Madame France, désolée de voir tant de jeunes errer dans son quartier à la vaine recherche d'un espace de jeu à chaque occasion de vacances scolaires, s'étonne de constater que pendant ce temps, tous les établissements sont fermés à double tour et propose en conséquence que certaines écoles, et surtout leurs terrains, cours et préaux, soient ouverts à la jeunesse, mais sous la surveillance de parents bénévoles et responsables, voire grâce à l'encadrement d'étudiants rémunérés par la commune dans la mesure de ses moyens. L'idée peut très bien séduire de nombreux citoyens et permettre la création d'une association locale impliquant au premier chef les parents des jeunes concernés, pour le plus grand bien de tous et la prévention de la petite délinquance, fille aînée du désœuvrement, tandis que la réussite probable d'un tel projet pourrait fort bien le faire adopter par d'autres communes. Une professeure d'anglais, quotidiennement écorchée du tympan par la majorité de ses élèves en raison de leur déplorable prononciation, et observant de surcroît que dans chaque pays non anglophone, où la télévision importe les programmes anglo-américains sans doublage, les citoyens s'habituent à tout comprendre et prononcent en conséquence, suggère très pertinemment l'interdiction nationale de doubler oralement tous les programmes importés, en remplaçant cette habitude néfaste par un simple sous-titrage systématique, y compris pour les reportages et interviews d'actualité. Il est par ailleurs horriblement frustrant pour tout Français, apprenant ou ayant appris l'anglais, d'être dans l'impossibilité pratique d'écouter la version originale de tout locuteur non francophone sur le petit écran, à cause de la traduction orale simultanée en français, alors même que l'image peut aider considérablement à comprendre peu à peu la totalité du message, particulièrement dans le cadre concret et motivant des informations internationales quotidiennes. Il va de soi qu'une telle proposition citoyenne impliquera une décision nationale le cas échéant, mais toujours via les paliers préalables communaux et régionaux, non sans provoquer d'utiles débats dans la presse autant que dans les foyers. Monsieur Leroy, enseignant créatif passionné par son métier de professeur d'anglais au collège de Délodie-les-Vernes, a mis au point une méthode paradoxale, utilisant des travaux pratiques de traduction écrite, mais de style oral, pour permettre à ses élèves de produire et construire intensément en anglais sur chaque palier grammatical et lexical utile, observant qu'un tel outil garantit à pratiquement tous les apprenants de savoir enfin s'exprimer presque sans faute dans la langue en question, en passant progressivement de la réflexion au réflexe, et de façon qui plus est autonome et autocorrigée, tandis que leur participation orale spontanée s'en trouve totalement libérée. La satisfaction des élèves et des parents d'élèves lui ayant permis de collecter déjà de très nombreux témoignages, M. Leroy soumet très logiquement son invention pédagogique aux autorités locales compétentes afin qu'elles en vérifient sérieusement la teneur, mais peut aussi demander aux citoyens locaux de pétitionner cette solution pour que leur commune se mobilise en encourageant localement son expérimentation à plus grande échelle. En effet, toute proposition susceptible d'être utile à la communauté dans son ensemble mérite d'abord de se trouver promue et expérimentée librement au niveau communal, en vue d'une généralisation aussi rapide que possible, le cas échéant, s'agissant du département ou de la nation. Un petit groupe de professeurs des écoles de la même ville souhaite proposer des journées écologiques régulières impliquant leurs plus grands élèves
pour nettoyer les rues locales en complément des services municipaux, quitte à organiser les choses sous la forme d'un concours stimulant avec récompense à la clé, pour enfin faire prendre conscience aux futurs citoyens de l'impact des plus petits gestes sur leur environnement immédiat, ce qui, de l'avis de ces enseignants, offrirait une mise en pratique idéale des programmes de sensibilisation inclus dans les priorités scolaires. Leur dossier de proposition est déjà conforté non seulement par l'accord de nombreux parents, mais aussi par une expérimentation ponctuelle autour de leur propre école. Malgré cela, ce projet fort utile ne pourra se généraliser à l'échelon communal qu'avec l'acceptation majoritaire des citoyens de Délodie-les-Vernes, avant de pouvoir éventuellement s'étendre au-delà des frontières communales. Choqués de voir de si nombreux parents abuser des primes de rentrée scolaire pour régler l'achat de toute autre chose, mais également par le coût d'ouvrages scolaires trop fréquemment renouvelés et la folle course aux fournitures imposées aux parents à la fin de l'été, Madame Latour propose que les établissements scolaires puissent commander et distribuer directement et au moindre coût l'ensemble des fournitures indispensables, en permettant ainsi à l'Éducation nationale de négocier à très grande échelle une sorte de tarif générique, quitte à remplacer les trop nombreuses marques commerciales, ainsi que leurs effets de mode manipulatrice par un habillage neutre, orné aux besoins du logo original de chaque établissement. Selon cette citoyenne, cela pourrait contribuer à protéger les jeunes de l'influence perverse du marché via la publicité, tout en renforçant leur conscience communautaire et égalitaire tant qu'ils ne sont pas adultes. Une telle proposition devra nécessairement faire l'objet d'une expérimentation locale, voire régionale, avant d'être logiquement prise en compte au niveau national, à condition de convenir à la majorité citoyenne à chacune des étapes correspondantes. De retour d'un long séjour au Japon, Madame Bertrand, séduite par la responsabilisation pratique et quotidienne des élèves japonais dans les tâches les plus usuelles de rangement et de nettoyage à tour de rôle des locaux et équipements scolaires, suggère d'en faire autant en France pour que les collégiens et lycéens soient associés à l'entretien de leur cadre de travail sur la base d'une participation par roulement en équipe, excellent moyen de prendre utilement les meilleures habitudes de propreté et de respect du bien commun, tout en favorisant la mixité sociale des élèves associés à ces tâches périodiques. Monsieur Samir, en tant qu'enseignant à très forte conscience écologique, décide quant à lui de proposer l'obligation de réutiliser les trop nombreuses photocopies inutilement et quotidiennement gaspillées en milieu scolaire, en prévoyant de les faire mettre sous plastique sitôt qu'elles s'avèrent susceptibles d'être réemployées, au lieu de détruire des forêts entières à travers l'abus de copies à usage unique. Il suffit de s'assurer que le contenu de ces dernières n'implique aucune écriture sur le document lui-même, quitte à faire écrire chaque élève sur son cahier habituel, et ainsi, à terme, une telle mesure garantirait beaucoup plus de souplesse qu'un manuel scolaire trop partiellement utilisé. Il est en effet aberrant que l'inspection académique impose à la fois l'achat de tant de livres par les élèves et la quasi-interdiction de s'en servir assez souvent en demandant aux enseignants de construire leurs propres séquences de cours à coups de photocopies qui finissent dans les corbeilles ou les poubelles. Une telle mesure permettrait à chaque professeur de récolter et conserver ces documents et de pouvoir réutiliser ces derniers pour plusieurs classes, voire quasi indéfiniment d'une année sur l'autre, aussi longtemps qu'ils resteraient utiles, occasionnant ainsi de substantielles économies à la collectivité, propres à se chiffrer en dizaines de millions d'euros à l'échelle nationale. Toujours dans le domaine si crucial de l'éducation, l'Association des parents d'élèves de Délodie-les-Vernes, après réunion débat puis expérimentation à petite échelle, propose que l'étude surveillée de fin de journée devienne désormais obligatoire pour tous les élèves d'un même collège, avec en prime l'avantage d'une assistance individualisée via l'emploi d'étudiants de 3e cycle en guise de surveillants, afin de permettre aux collégiens de faire leurs devoirs ou d'apprendre leurs leçons dans d'égalitaires et bien meilleures conditions d'études encadrées, leur permettant ainsi de laisser sur place la quasi-totalité du contenu de leur sac scolaire. Selon ces parents d'élèves, les conditions d'études en milieu familial sont en effet trop variables et démotivantes pour la majorité des collégiens, lesquels sont hélas encore trop jeunes pour être suffisamment autonomes, à la différence de la plupart des lycéens. Une telle mesure libérerait ces élèves, encore immatures, de tout travail scolaire essentiel à l'extérieur du collège,
tout en promouvant une plus grande égalité de conditions d'études propres à les responsabiliser, évitant au passage que certains soient anormalement favorisés ou défavorisés par un milieu familial trop présent ou trop absent. Cela permettrait aussi à leurs enseignants de mieux ajuster et doser les devoirs, afin de rendre chacun des élèves réellement autonome, sur la base des mêmes moyens que ses camarades de classe, non sans former ainsi en douceur les étudiants avancés qui pourraient encadrer ces temps d'études. De son côté, le docteur Scolio, ostéopathe de son État, dépose une proposition citoyenne très pertinente, d'une part pour que les bagages scolaires roulants et silencieux soient rendus obligatoires dans le but pratique de préserver les dos et reins des jeunes élèves au stade crucial de leur croissance, et d'autre part pour remettre en vigueur l'excellente tradition des bureaux à pans inclinés, seule façon de prévenir la grande majorité des scolioses. Tout comme il se doit, cette seconde proposition s'appuie non seulement sur sa propre expérience, ainsi que sur de très sérieuses enquêtes et statistiques médicales internationales, mais aussi sur l'expérimentation qu'il a pu de lui-même mettre en place avec ses propres patients, en observant la disparition des douleurs et la réduction sensible de leurs causes chez les jeunes qu'il suit depuis plusieurs années, simplement grâce à l'utilisation permanente d'un bureau à pans inclinés. Cette dernière proposition est d'autant plus simple à généraliser qu'il suffit d'après lui de concevoir et de distribuer un pan incliné pliable, antidérapant, léger et transportable, sans avoir à renouveler le moindre mobilier. Enfin, M. Léonard, riche industriel et ingénieur en retraite pétri de bonne volonté, a quant à lui découvert le plaisir de transmettre toute l'expérience de sa passionnante carrière auprès de lycéens que son enthousiasme intact a rendu des plus attentifs, grâce à l'invitation d'une enseignante de classe de seconde particulièrement ouverte sur l'infinie variété du monde professionnel. Cette occasion lui a donné l'idée de fonder une association locale d'adultes, actifs ou non, tous désireux de compléter et d'illustrer les enseignements au programme en présentant leur vie professionnelle sous l'angle précisément indispensable du vécu individuel ou collectif, pour la plus grande satisfaction et curiosité des lycéens concernés, permettant à ces derniers de mieux cerner par leurs nombreuses questions les avantages et inconvénients concrets de telle ou telle future carrière envisagée, autant que leurs implications sur la vie personnelle ou familiale correspondante. Chaque jeune évolue en effet dans le cercle trop restreint de son milieu familial, dont le cadre socio-professionnel limite nécessairement la vision du monde, avec le risque d'ignorer les attraits de bien d'autres métiers ou modes de vie, en se contentant hélas parfois de reproduire le modèle parental aux dépens d'un rêve inconscient, parfois fort différent. Selon M. Léonard, la systématisation de ces petites conférences citoyennes et de leurs débats en milieu scolaire permettrait à coup sûr de rendre les cours et leurs programmes beaucoup plus intéressants en les reconnectant à une réalité aussi actuelle que possible, avec l'avantage incomparable d'ouvrir le lycée, ainsi que le collège, sur la vraie vie de l'extérieur. S'agissant de culture ou de religions étrangères les unes aux autres, une telle solution de communication authentique et spontanée ne pourrait qu'améliorer la compréhension mutuelle nécessaire à la paix civile entre Français de toutes origines et de toutes confessions, tout en supprimant les préjugés caricaturaux trop souvent véhiculés, pour faire au contraire savourer le meilleur de chaque civilisation via l'échange oral entre jeunes et adultes. Ces 14 cas de suggestions concrètes, ici résumés à titre d'exemple parmi tant d'autres idées possibles, montrent avant tout la variété et la positivité des initiatives citoyennes qui ne manqueront pas de fleurir dès lors que la Constitution démocratique locale et directe autorisera l'indispensable inversion du sens de tout pouvoir de décision. En effet, la puissance imposée d'en haut par une minorité supposément éclairée se construit inévitablement sur la multiplication d'interdits et d'obligations propres à préserver des intérêts minoritaires dans un but prioritairement lucratif, avec tous les risques de corruption que l'on sait, tandis que la libération bienveillante des énergies créatives de tous les citoyens, à travers une promotion ou expérimentation locale de chaque innovation d'intérêt public, puis son approbation majoritaire, ne pourra qu'améliorer de jour en jour le fonctionnement de l'éducation nationale dans l'intérêt direct de la quasi-totalité des citoyens.
Car, contrairement aux ambitions égoïstes, encouragées par un pouvoir politique, économique, social ou culturel obtenu via une force abusive sous le couvert d'une violence institutionnalisée faussement démocratique, la Constitution républicaine et délodiste garantira enfin l'égalité d'initiative, afin de donner d'abord le pouvoir aux citoyens les plus désintéressés, pour qui le bien commun prime sur le seul intérêt particulier. Naturellement, une telle participation créative concernera au premier chef les acteurs directs de l'éducation nationale que sont les enseignants eux-mêmes, mais non plus dans le circuit fermé de l'entre-soi, puisque toute proposition devra passer par l'approbation préalable de la majorité citoyenne la plus largement concernée. En contrepartie, les propositions ainsi soutenues s'en trouveront désormais confortées, au point de pouvoir s'imposer progressivement jusqu'au plus haut niveau de l'administration concernée, sans rencontrer le moindre obstacle indu sur leur chemin. 6. Expérimentation, repérage et reconnaissance. Il est un fait que l'intérêt privé à but exclusivement lucratif et son insatiable ambition individuelle ne font en aucune façon rêver la majorité de nos concitoyens, ce qui revient à affirmer que le président Macron se trompe lourdement sur la nature humaine en souhaitant que chaque Français devienne un PDG ou un milliardaire dans la jungle organisée d'un néolibéralisme forcené. Rêve par ailleurs bien trop puéril pour ne pas être un mensonge insultant dès lors que tout enrichissement excessif se construit sur la misère de la multitude. Les citoyens les plus nombreux sont largement plus modérés et plus équilibrés que les grands décideurs, souvent malades de leur ego, qui nous gouvernent depuis si longtemps, et la conscience humaine et sociale des Français, imprégnée du bain humaniste et chrétien qui caractérise encore notre nation, leur fait suivre et subir à contre-cœur les comportements encouragés par les froids gestionnaires d'une politique mercantile surmondialisée. Car la France des Lumières a bien perdu son âme en adoptant l'immoralité des pratiques anglo-saxonnes, tout autant qu'elle perd son corps social et patrimonial en se vendant encore aux plus offrants sur le marché financier planétaire. Aux antipodes de ce non-sens suicidaire dont les conséquences écologiques sont incommensurables, la Constitution délodiste pourra enfin catalyser les meilleures initiatives en développant le bien commun autant que l'initiative privée, permettant à tous ceux qui le souhaitent d'apporter leur pierre à l'édifice sociétal, tandis que tous les citoyens pourront et devront se comporter d'abord en êtres sociaux, sur un strict pied d'égalité minimale préalable, éradiquant ainsi la crainte ou le stress vital de tout perdre par la faute des autres, afin de jouir ensuite d'une liberté individuelle sans aucune nocivité ni violence, au-delà de cette juste contrainte. Car la liberté d'être doit précéder la liberté de faire, et c'est en se libérant d'abord de nos inquiétudes vitales que le libre arbitre de chacun pourra s'épanouir de façon véritablement humaine et dès lors positive. Qu'il s'agisse des nombreux citoyens déjà impliqués dans la vie associative, le plus souvent pour de belles causes, ou de tous ceux qui jusqu'à présent n'osent pas, voire ne peuvent pas, partager leurs idées pratiques pour améliorer par le simple génie du bon sens tout ce qui touche de près ou de loin à l'éducation, tous les Français seront à même de participer au progrès véritable que la seule croissance matérielle ou financière ne saurait garantir. Au lieu d'être les roues de secours ou les pansements toujours insuffisants des blessures infligées par la précarité que l'actuel système aggrave de jour en jour, les consciences sociales de la majorité citoyenne forgeront prioritairement le cadre commun de la nouvelle société délodiste, depuis la base jusqu'au sommet, permettant ainsi de filtrer quasi automatiquement les meilleures initiatives d'intérêt public, tandis que le secteur privé s'en trouvera, quant à lui, libéré de maintes contraintes, à la seule et unique condition de respecter l'intérêt vital et prioritaire de chaque population grâce aux garanties citoyennes minimales. Cela suppose donc à l'avenir non seulement la mise en place institutionnelle, dès l'échelon communal, de tous les outils nécessaires au repérage efficace des meilleures idées ou innovations déjà rendues probantes par expérimentation, mais aussi la fondation d'une structure d'accompagnement permettant de mener les premières expériences en cas de besoin et encourageant autant que faire se peut cette créativité citoyenne locale. Dans ce cadre rééquilibré, le site communal officiel sera naturellement d'une très grande utilité,
quitte à prévoir un espace spécifique à cet effet. Tandis que, parallèlement, les nouveaux médias municipaux devraient mieux informer tous les citoyens en attirant leur curiosité sur les initiatives pratiques les plus innovantes, plutôt que de toujours encenser les actions de ceux qui n'ont plus aucun besoin de publicité et autres soutiens. Les esprits les plus inventifs sont aussi les plus généreux, mais se trouvent souvent spoliés de leurs inventions ou découvertes par trop d'ambitieux sans scrupules, même s'il est bien connu qu'un inventeur est rarement capable de développer pleinement le produit de sa propre créativité. S'agissant de l'amélioration du bien commun dans le cadre de l'éducation, la néogestion communale, doublée d'une démocratisation participative libérée au sein même de l'administration en question, ne pourra dès lors que susciter de réels et rapides progrès, et qui plus est, en nécessitant probablement beaucoup moins de moyens matériels ou financiers, dans la mesure où les rouages des marchés lucratifs ne seront plus le principal moteur des nouvelles mesures concernées. Selon son gré personnel, chaque citoyen responsable d'une utile innovation pourra librement choisir entre l'exploitation commerciale de son idée ou invention via le secteur privé de la société à venir, ou son simple partage et sa promotion dans le cadre public de la commune ou de l'administration concernée, sans compter la possibilité d'agir à la fois dans l'une et l'autre sphère de manière complémentaire. En tout état de cause, le choix concernant la sphère publique n'impliquera aucun gain pécuniaire par principe, mais supposera en contrepartie la satisfaction d'une récompense honorifique, d'une véritable reconnaissance officielle de mérite, associée à la pérennisation du nom du généreux contributeur envers la cause commune de l'éducation, à travers la dénomination et l'utilisation pratique de l'idée offerte à la collectivité. En effet, dans le cadre d'une société foncièrement apaisée par les garanties socio-économiques vitales découlant de la future constitution délodiste, nombreux seront les citoyens libérés du souci de réussir au-delà du bien-être satisfaisant de la tempérance et de sa juste mesure, heureux de pouvoir donner au lieu de vendre, de pouvoir partager au lieu d'exploiter, et ce, pour le plus grand avantage d'une collectivité pleinement reconnaissante. À plus long terme, et pas seulement dans le domaine de l'éducation, cette généreuse créativité permettra à chacun d'être en quelque sorte un petit mécène des meilleures causes, au lieu de réserver ce plaisir, ce droit et ce pouvoir à quelques milliardaires tout-puissants aux intentions spéculatives et publicitaires des plus ambiguës. Car la vraie générosité, en tant qu'expression de l'empathie, fait partie intégrante des droits et devoirs moraux ressentis par chaque être humain, à cette différence près que dans un contexte délodiste, rendu de fait généreux par une juste constitution, les dons portant secours aux conséquences des injustices d'aujourd'hui pourront enfin se muer en une participation positivée à la co-construction cohérente d'une société toujours meilleure, sans risquer les régressions cycliques de l'histoire dont l'actuelle période offre un si dramatique exemple. 7. Pour un système éducatif revitalisé. Sans prétendre couvrir exhaustivement en un trop bref chapitre le vaste sujet que représente l'éducation nationale sous tous ses aspects, il nous faut conclure en prenant simplement conscience du fait que le contexte délodiste d'un fonctionnement enfin démocratique, à la fois interne et externe à cette administration ô combien essentielle, ne pourra que perfectionner spectaculairement l'outil éducatif dans sa structure comme dans ses indispensables méthodes. Tout en laissant les décisions à venir au bon choix des citoyens libérés de la Septième République, il est ici possible d'anticiper les tendances qu'un bon sens pratique ne saurait qu'encourager de façon plus efficace sur quelques points cruciaux. Ce qui vient à l'esprit en premier lieu concerne évidemment les nouvelles technologies, dont la diffusion, l'accessibilité et surtout le potentiel pratique offrent déjà de nombreuses applications de la plus grande utilité dans le quotidien des enseignants et de leurs élèves, non sans impliquer également de réels risques de superficialité de fond, en contrepartie de leur extraordinaire commodité de forme. À terme, il ne serait pas surprenant que ces nouveaux outils rendent de fait inutiles des manuels scolaires souvent lourds et onéreux, en offrant d'ores et déjà une souplesse d'évolution et d'utilisation incomparable en matière de remise à jour. Les infinies présentations digitales possibles semblent mieux capter l'attention des élèves et peuvent efficacement compléter et animer le cours professoral en direct. Cela dit,
Il ne s'agit là que de supports techniques dont l'efficacité pratique réelle ne doit pas être confondue avec leur contenu pédagogique, car leur utilisation abusive peut aboutir au contraire de l'effet recherché dès lors que ces nouvelles technologies servent du tout cuit à des apprenants réduits au seul pouvoir de cliquer sans véritable effort de créativité ou de réflexion, les principaux risques de ces formidables outils futuristes étant précisément d'encourager la passivité à travers le copier-coller, ainsi que de formater le raisonnement de façon plus standardisée qu'avant leur apparition en classe. Si un progrès de fond doit être ardemment souhaité, cela devrait concerner les méthodes d'enseignement et plus encore d'apprentissage, au sens strict de l'activité de l'apprenant. Il n'y aura certes jamais assez d'enseignants aussi longtemps que les élèves seront trop nombreux par classe, mais hélas, il y a déjà beaucoup trop d'enseignements vis-à-vis de l'apprentissage sur la balance du rapport concret entre le maître et l'élève. Ce déséquilibre généralisé surcharge lesdits enseignants de travail et d'efforts qui profiteraient à leurs élèves et rend ces derniers à la fois trop passifs et trop dépendants, avec pour triple conséquence de réduire leur attention jusqu'à l'ennui, de sous-doser dangereusement leurs pratiques autonomes et de fragiliser leur progression au point de les démotiver dans une proportion anormale, sinon même majoritaire. Entre le one-man show professoral fréquemment encouragé par tant de méthodes scolaires d'une part, et des supports de devoirs tantôt abusivement prémâchés ou tantôt quasi incompréhensibles d'autre part, l'attention des apprenants, déjà perturbée par le zapping imposé via les médias et les nouvelles technologies, se réduit à une peau de chagrin, encourageant aussitôt le secours de leçons bêtement apprises par cœur ou la démotivation et l'indiscipline des plus paumés. Contre cet état de choses, et quitte à alléger des programmes trop ambitieux, le meilleur moyen de susciter et de maintenir la concentration des élèves consiste à libérer au moins 50% du temps pour l'auto-apprentissage en classe, en présence de l'enseignant, lequel peut dès lors rester individuellement disponible à la demande et moduler les travaux pratiques au cas par cas. Palier après palier, en solo ou en binôme, avec chaque fois une tâche très spécifique et bien dosée à accomplir en direct, suivie d'une autocorrection contre-vérifiable, la responsabilisation et la concentration mentale de la quasi-totalité des élèves sont assurées, permettant dès lors une progression activement maîtrisée par chacun des participants, apte à installer définitivement le savoir par le biais du savoir-faire. Dans de telles conditions, les problèmes d'autorité ou de discipline disparaissent, car 9 élèves sur 10 sont aussitôt impliqués avec toute la motivation que procure la sensation de progresser en s'auto-formant, tandis que le 10e pourra se faire individuellement secourir par l'enseignant, ou deviendra de toute façon trop minoritaire pour plomber l'ambiance par le chahut pour le cas où telle s'avérerait son intention. Ce rééquilibrage en faveur de l'auto-apprentissage, voire du co-travail en binôme, pour le moment bien trop peu encouragé dans la plupart des matières, mériterait d'être systématisé dans le cadre d'une future éducation nationale digne de ce nom. Autre aspect d'un avenir meilleur pour le moins souhaitable, la libre participation de tous les enseignants volontaires à l'élaboration des programmes permettra une redéfinition plus réaliste de ces derniers, en lien direct avec les contraintes du terrain et l'évolution sociologique et culturelle des générations successives d'élèves. Cette démocratisation interne de l'initiative citoyenne et professionnelle modifiera à coup sûr le contenu des dits programmes autant que l'étendue de leurs ambitions, aboutissant à une priorisation bien plus efficiente des connaissances et surtout des compétences jugées indispensables, puisque tout savoir-faire inclut et active par définition le savoir correspondant. À cet égard, il serait sans doute judicieux d'être beaucoup plus modeste en ce qui concerne l'étendue des programmes par matière pour se concentrer sur les compétences essentielles donnant précisément la clé d'accès aux savoirs ultérieurs, puisque la multitude des spécialités et l'étendue infinie des néosciences d'aujourd'hui ne sauraient plus être digérées par quiconque, même en plusieurs vies. Tout bien réfléchi, l'essentiel n'est-il pas de procurer le goût d'apprendre bien au-delà du cadre scolaire ou universitaire, à condition de transmettre toutes les clés d'accès nécessaires précitées, grâce à un savoir-faire fondamental dans quelques matières principales? Par ailleurs, dans le domaine universitaire, tout comme en ce qui concerne les filières techniques du baccalauréat,
L'avenir semble déjà impliquer l'apprentissage par alternance comme la condition d'une vraie réussite. Pour d'une part, rendre les études supérieures plus concrètes en les complétant via une expérience professionnelle anticipée, et d'autre part, permettre à chaque étudiant de tester son futur milieu professionnel en mettant concrètement le pied à l'étrier, multipliant ainsi les chances de trouver un premier emploi chez son propre tuteur. Plus généralement, la néo-société délodiste devant, par définition, garantir le minimum d'une situation matérielle décente à chaque adulte, moyennant une participation active sous forme d'emploi partiel, public ou privé. Il va de soi que tous les étudiants seront déjà actifs, avec en prime l'avantage d'être économiquement indépendants de leurs parents et donc intégrés à la vie de leur commune, moyennant une adaptation d'horaire et de rythme d'études facilitée par les nouvelles technologies. De plus, dans une société bien conçue, définitivement décrispée par une égale garantie citoyenne minimale, et aussi compte tenu de l'évolution permanente et accélérée de la plupart des métiers, les citoyens délodistes auront le temps de se former à tout moment de la vie, bien au-delà de leur éventuelle période estudiantine, accédant à une liberté de choix sans précédent, puisque désormais sécurisée par l'absence du moindre souci matériel vital. Ajoutons aussi que, très logiquement, les républicains délodistes peuvent s'attendre à de nouvelles conditions de travail pour l'ensemble du personnel éducatif, enseignant ou non, en termes de responsabilité, d'autonomie, autant que de niveau de revenus et de reconnaissance, car l'image du système scolaire et supérieur tout entier redeviendra positive dans l'opinion publique. Et ce, d'autant plus facilement que les parents d'élèves seront de plus en plus associés à l'évolution de tous les aspects éducatifs du collège et du lycée grâce à une représentation associative commune, minimale et gratuite, ce qu'ils mériteront doublement en tant qu'anciens élèves et contribuables, en vis-à-vis de la même évolution du côté professoral. Concernant également la formation des enseignants, et selon le principe de démocratie interne, les besoins de ces derniers deviendront en toute logique le moteur principal des réformes et de leur contenu, via le repérage des expérimentations positives menées en accord avec les parents d'élèves ou les étudiants selon le cas, au lieu de faire subir aux enseignants et autres élèves de distants décrets et d'obscures directives dictées par une haute administration en majeure partie hors sol. Quant au concours de recrutement, toujours utile et motivant pour les meilleurs étudiants, ils devront sans doute voir actualiser leur contenu en devenant beaucoup plus conformes à la pratique quotidienne de l'enseignement et si possible moins sclérosants sur la forme, quitte à les moduler avantageusement par l'apprentissage en situation pendant les études, pour éviter que de bons pédagogues naturels en soient exclus, et qu'inversement, certains intellos, hyper brillants mais hélas inaptes à la transmission, ne prennent leur place. Enfin, tous les enseignants du futur verront sûrement disparaître la pratique de l'inspection pédagogique, puisque cette curieuse tradition française, souvent mal vécue par les inspectés, est principalement un instrument désuet de coercition administrative visant à contraindre tout le personnel enseignant à suivre docilement des directives académiques abusivement centralisées. En effet, par le biais des enseignants relais et de l'inspection éventuelle, les initiatives individuelles les plus positives susceptibles de remettre en cause une virgule des instructions officielles se trouvent aussitôt découragées et concrètement bloquées, au travers d'une rigidité dogmatique digne d'une administration soviétique. Dans de telles conditions, mieux vaut souhaiter pour l'avenir une participation ouverte et responsable d'un maximum d'enseignants volontaires, propres à suggérer et contrôler localement une expérimentation approuvée par la majorité des acteurs concernés, tandis que l'évaluation des professeurs et de leurs résultats concrets pourra se trouver confiée aux responsables d'établissement avec l'avis, voire sous le contrôle, des associations de parents d'élèves. Après tout, ces derniers sont souvent les mieux placés pour évaluer l'efficacité d'un enseignant sur leurs propres enfants, à tel point que, très localement, et depuis toujours, la réputation de chaque enseignant s'avère rarement en contradiction avec ses résultats. Telles semblent être, en cette matière d'éducation nationale, les principales attentes possibles des futurs citoyens délodistes, ainsi que les paramètres essentiels du débat éducatif qui secoue notre nation, sachant qu'il nous faudra également développer, bien avant la conclusion de ces réflexions, le contenu précis de l'éducation civique que sous-entend la démocratie locale directe,
outre le développement plus approfondi de ces mêmes préoccupations éducatives, au cours de certains des livres et chapitres qui suivront. Août 2019.